C'est juste pour protéger l'avenir de Julien. Tu ne voudrais pas qu'il perde tout si quelque chose arrivait. C'est ce que Béatrice Lefebvre m'a dit devant une tasse de thé à la bergamote à sa table de cuisine un mardi après-midi de février. Elle l'a dit avec un sourire. Elle l'a dit en me passant un sucrier que je n'avais pas demandé. Et elle l'a dit en faisant glisser un dossier cartonné sur la table avec 2 ongles peints exactement de la couleur d'une femme qui facture 85 € pour une manucure mais la passe en frais professionnels. Mon nom est Léa Bernard. J'ai 28 ans. Je travaille dans les assurances. C'est la version que Julien a donnée à sa famille et je ne l'ai jamais corrigée. La version complète est que je suis analyste actuariel senior chez Sommer Réassurance, une société de réassurance basée dans le quartier de la Défense à Paris. J'évalue les risques catastrophiques pour gagner ma vie. Je construis des modèles qui prédisent combien d'argent une entreprise perdra quand quelque chose tournera terriblement mal. L'ironie de mon choix de carrière ne m'échappe pas. Je gagne 160 000 € par an. Mon fiancé de l'époque pensait que je gagnais environ 35 000 €. Il pensait cela parce que 6 mois après avoir commencé à sortir avec Julien Lefebvre, j'ai ouvert un 2e compte courant au Crédit Mutuel et j'y ai redirigé tout mon virement de salaire. Mon compte d'origine à la BNP recevait un virement automatique mensuel de 900 € depuis le nouveau compte, de l'argent de poche. C'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il croyait. Maintenant, avant de décider que je suis une personne terrible, laissez-moi vous expliquer. Mon père est Philippe Bernard, 62 ans, postier retraité de Rouen, qui m'a élevé seul après le départ de ma mère quand j'avais 9 ans. Philippe Bernard est le genre d'homme qui lit chaque reçu, remplit sa déclaration d'impôt dès janvier et m'a appris à jouer au poker quand j'avais 11 ans. Pas pour les cartes, mais pour le principe. Ne laisse jamais personne connaître tout ton jeu, me disait-il. Pas avant qu'il n'ait mérité le droit de le voir. J'ai vu ma tante, sa sœur, ma tante Lorraine, perdre sa maison, sa voiture et ses économies de retraite au profit d'un homme qui savait exactement combien elle gagnait et qui a passé 3 ans à se positionner pour en prendre la moitié. Au moment où le divorce a été prononcé, Lorraine louait une chambre en banlieue et faisait des doubles services dans une maison de retraite à 57 ans. Elle lui avait fait confiance pour tout. Il avait prévu cela. Alors, quand j'ai commencé à sortir avec Julien et que j'ai remarqué la façon dont il posait des questions sur mon salaire, négligemment comme si c'était une confidence sur l'oreiller, mais en y revenant toujours, je n'ai pas paniqué. Je me suis adaptée. Julien Lefebvre a 32 ans. Il travaille comme coordinateur de location pour une société de gestion immobilière commerciale appelée Alliance Patrimoine. Il gagne 55 000 € par an, ce qui est un salaire parfaitement raisonnable pour un travail parfaitement raisonnable. Mais Julien ne le décrit pas ainsi. Julien dit aux gens qu'il est dans l'immobilier de luxe. Il porte une montre Tag Heuer qu'il a achetée avec un plan de paiement sur 24 mois. Il conduit une BMW série 3 en leasing, le modèle de base. Mais il la gare toujours là où les gens peuvent voir le logo. Je veux être clair sur quelque chose. Julien n'est pas stupide. C'est ce qui a fait que toute l'histoire a fonctionné aussi longtemps. Ce n'est pas un escroc maladroit qui trébuche sur ses propres mensonges. Julien est doué socialement. Il se souvient des noms, des anniversaires, des commandes de café. Il ouvre toutes les portes. Il prend des nouvelles de votre mère. Il vous donne l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Et quand il vous ment en face, il le fait avec une telle chaleur que vous vous sentez coupable d'envisager même la possibilité. Je l'aimais. J'ai besoin que vous sachiez cela parce que le reste de l'histoire n'aura pas de sens si vous pensez que je jouais à un jeu dès le premier jour. Ce n'était pas le cas. Je me protégeais de la façon dont mon père m'avait appris. Et j'espérais, sincèrement, que je n'aurais jamais besoin de cette protection. Sa mère s'appelle Béatrice, toujours le nom complet. J'ai fait l'erreur de l'appeler Madame Lefebvre lors d'un dîner de famille une fois, et elle m'a corrigé devant 6 personnes comme si j'avais mal prononcé le nom d'un chef d'État étranger. Béatrice dirige Lefebvre Intérieur, une entreprise de mise en valeur immobilière basée à Versailles. Elle vous parlera de l'entreprise dans les 4 minutes suivant votre rencontre. Elle ne vous dira pas qu'elle n'a pas réalisé de bénéfices depuis 2 ans. Sa sœur est Camille Lefebvre-Martin, 35 ans, mariée à Nicolas,
anciennement dans la vente de produits pharmaceutiques, explorant actuellement de nouvelles opportunités. Camille porte des marques de créateurs achetées en dépôt-vente et agit comme si elle sortait d'un défilé. Elle m'a demandé une fois où je passais mes étés. J'habite dans un 2 pièces à Issy-les-Moulineaux. Je passe mes étés au supermarché du coin. Julien a dit à sa famille que je travaillais comme employé aux archives dans un bureau d'assurance. Je traite des modèles de risques catastrophiques pour une firme de réassurance. Mais bien sûr, employé aux archives, c'est la même énergie. C'est comme appeler un ingénieur structure le gars qui regarde les bâtiments. Je ne l'ai pas corrigé. J'aurais probablement dû, mais chaque fois que le sujet revenait et que Julien arrangeait les choses avec un Léa travaille dans les assurances, elle s'occupe du classement, ce genre de choses, je regardais leur visage. Le désintérêt poli de Béatrice. La pitié à peine dissimulée de Camille. Nicolas, le mari de Camille, se contentait de hocher la tête et de verser plus de vin, ce qui en faisait honnêtement la personne la plus tolérable à table. Et j'ai classé cela non pas dans la catégorie blessant, mais informatif. Ce mardi de février, 3 semaines avant le 60e anniversaire de Béatrice, elle m'a fait asseoir dans sa cuisine à Versailles, la maison coloniale avec l'allée circulaire et les haies de buis taillées comme si elle lui devait de l'argent. Et elle m'a tendu un contrat de mariage. Ce n'est rien d'effrayant, a-t-elle dit. Sandrine a préparé cela. C'est une amie du tennis, elle travaille dans une étude notariale. Très simple. Elle a versé plus de thé. Elle a souri. Elle a attendu. J'ai pris le dossier. J'ai dit merci Béatrice, je vais l'examiner. Et je le pensais vraiment. J'avais absolument l'intention de l'examiner de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là à 20h40 avec le contrat. Un surligneur jaune, une tasse de café noir et le genre de concentration que je réserve habituellement à un modèle d'exposition au risque de 60 pages. Le document faisait 18 pages. Il avait été rédigé par Sandrine Alvarado, dont le nom apparaissait sur la dernière page avec le titre de clerc de notaire au cabinet Durand et Associés. Sauf que rien dans ce document n'était passé par le cabinet Durand. Pas d'entête officielle, pas de signature de notaire, pas de numéro de dossier. Et Sandrine avait fait cela comme une faveur personnelle pour Béatrice sur son propre temps en utilisant des modèles qu'elle avait tirés d'une base de données de documents juridiques. C'était assez compétent pour paraître officiel. C'était assez bâclé pour présenter des failles. La majeure partie était standard. Division des actifs en cas de divorce, protection des biens possédés avant le mariage, renonciation à la prestation compensatoire sous certaines conditions, agressif mais pas inhabituel. Si j'avais été l'employé aux archives qu'il pensait, je l'aurais probablement parcouru, je me serais senti dépassé par le langage et j'aurais demandé à Julien de me l'expliquer. Il l'aurait fait, de manière rassurante et inexacte. Mais je ne suis pas une employée aux archives. Je lis des contrats pour gagner ma vie, pas des contrats de mariage spécifiquement, mais l'architecture est la même. Allocation des risques, distribution des responsabilités, qui paie quand les choses s'effondrent, et à la page 7, j'ai trouvé la clause qui a tout changé. Clause 4.2. Les deux parties doivent fournir une divulgation financière complète et entière, incluant mais ne se limitant pas à tous les actifs, dettes, gages, intérêts commerciaux et charges au moins 30 jours avant l'exécution de cet accord. Les deux parties. Pas seulement le conjoint qui gagne moins, pas seulement la partie avec moins d'actifs, les deux. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis appuyée sur ma chaise et j'ai fixé le plafond. Béatrice avait inclus cette clause parce qu'elle est standard. Elle apparaît dans pratiquement tous les modèles de contrats de mariage disponibles en ligne. Sandrine l'avait copiée sans réfléchir parce que dans son esprit, dans l'esprit de tous, la clause était non pertinente. Léa Bernard, employée aux archives, divulguerait un salaire mensuel de 900 € et une Renault Clio de 2019 avec un pare-choc cabossé. La famille Lefebvre divulguerait leur maison de Versailles et l'entreprise de Homestaging. Le contraste serait l'argument principal. Voyez le peu qu'elle apporte, voyez tout ce que nous protégeons. Mais la clause ne fait pas de discrimination. Elle exige une divulgation complète de la part de Julien aussi. Toutes les dettes,
tous les gages, chaque carte de crédit, chaque prêt personnel, chaque obligation financière. Et cela s'étend aux intérêts commerciaux et aux entités familiales partagées, ce qui signifie le Fèvre intérieur, ce qui signifie le prêt hypothécaire sur la maison de Béatrice. Ils avaient construit une porte et supposé qu'elle ne s'ouvrait que dans un sens. J'ai posé le contrat et ouvert mon ordinateur portable. J'ai consulté mes relevés de la BNP, le compte que Julien connaissait, celui qui recevait le virement mensuel de 900 €. Je n'avais pas regardé les relevés complets depuis un moment. Mon compte au Crédit Mutuel était celui où se passait ma vraie vie financière. Le compte BNP n'était que de l'argent de poche, sauf que quelqu'un d'autre s'en servait aussi. Le 3 février, 89 € au restaurant Le Bistrot des Gourmets. J'étais au travail. Le 9 février, 67 € à la cave des Grands Crus. Je ne bois pas de Grands Crus. Julien si. Le 16 février, 340 € chez Hugo Boss. Je n'ai jamais mis les pieds chez Hugo Boss. Je suis remonté plus loin. Janvier, décembre, novembre, 47 € dans une station de lavage que je n'ai jamais utilisée. 112 € dans une boutique de golf. Julien ne joue pas au golf, mais Nicolas si. Achetait-il des cadeaux pour son beau-frère avec ma carte? 29 € pour un abonnement de streaming auquel je n'avais pas souscrit. 83 € dans un restaurant à Boulogne un soir où Julien m'avait dit qu'il travaillait tard sur un renouvellement de bail. 4 mois, 41 transactions, total 2847 €. Julien avait mémorisé mon numéro de carte. Il n'avait jamais demandé à être ajouté au compte. Cela laisserait une trace écrite. Il utilisait juste le numéro pour les achats en ligne et le paiement sans contact sur son téléphone. Des charges assez petites pour qu'une personne occupée ne les remarque pas. Assez fréquentes pour que cela s'accumule. Je n'ai pas fermé l'ordinateur violemment. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert un tableur. J'ai noté chaque charge avec la date, le montant, le marchand et une colonne intitulée Localisation de Léa. Travail, domicile, vérifiable ailleurs. Chacune de ces 41 charges s'était produite quand j'étais ailleurs. Je n'avais pas besoin d'une confrontation. J'avais besoin de documentation. C'est le moment où quelqu'un va me dire que j'aurais dû simplement partir. Je sais, et vous avez probablement raison. Mais je suis le genre de personne qui lit les notes de bas de page. Je ne peux pas quitter un puzzle que je n'ai pas terminé. Appelez cela un défaut de caractère. J'en suis consciente. À 23 h, j'avais terminé le tableur, marqué le contrat avec des onglets de couleur et une liste de questions auxquelles j'avais besoin de réponses, pas par Julien, mais par un avocat. En parlant du contrat, un détail de plus. Sandrine Alvarado, la clerc de l'année, avait mal orthographié irrévocable à la page 3, de 2 manières différentes sur la même page. J'ai presque respecté l'effort. Julien est rentré vers 23h30. Il a jeté ses clés sur le comptoir. Toujours le comptoir. Jamais le crochet que j'avais installé spécifiquement pour les clés. Et s'est appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine. Tu as regardé ces papiers, bébé. Je les lis encore, ai-je dit, c'est beaucoup de langage juridique. Ne réfléchis pas trop. C'est vraiment juste une formalité. Maman est de la vieille école pour ce genre de choses. Il a embrassé le sommet de ma tête. Son téléphone a vibré dans sa poche. Il l'a sorti, y a jeté un coup d'œil et l'a posé face contre table sur le comptoir. Il faisait cela depuis environ 3 semaines. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais j'ai noté le comportement. 3 semaines de téléphone retourné, 3 semaines de travail tardif, 3 semaines de charges que je n'avais pas faites. Je vais prendre une douche, a-t-il dit. D'accord. J'ai écouté l'eau couler. J'ai enregistré le tableur sur mon email personnel, celui qu'il ne connaissait pas. Puis j'ai fermé l'ordinateur, lavé ma tasse de café et je suis allée au lit. Je n'ai pas dormi, mais il n'avait pas besoin de le savoir non plus. 2 semaines avant le dîner d'anniversaire de Béatrice, mon téléphone a sonné un samedi matin. Léa, ma chérie, j'ai eu la plus merveilleuse des idées. La voix de Béatrice avait cet éclat particulier.
Cela signifiait qu'elle avait déjà décidé quelque chose et qu'elle s'apprêtait à le présenter comme une suggestion. Je sais que Julien et toi économisez pour le mariage, et j'ai pensé, et si je t'aidais à rafraîchir ton appartement? Un petit rafraîchissement. Mon cadeau pour toi. C'est mon métier après tout. C'est son métier à perte depuis 2 ans. Mais j'ai dit c'est tellement généreux, Béatrice. J'adorerais ça. Je savais exactement ce que c'était. Le contrat de mariage leur disait ce que je valais sur le papier. La visite de l'appartement leur dirait ce que je valais en pratique. Béatrice voulait parcourir ma maison, ouvrir mes placards et confirmer ce qu'elle croyait déjà. Que Léa Bernard n'avait rien. J'avais 4 jours pour me préparer. Pas pour décorer, pour désinfecter. Mes relevés de compte, mes bulletins de salaire de sommaire et assurance, mon dossier d'avantages sociaux montrant un salaire qui ferait s'étouffer Béatrice avec son thé. Tout cela est allé dans un coffre-fort ignifugé que j'avais acheté 3 mois plus tôt. Cela m'avait coûté 40 €. Je le garde dans le coffre de ma voiture sous le tapis de la roue de secours. Les seules traces financières dans mon appartement étaient la carte bancaire BNP et le relevé d'un mois montrant un dépôt de 900 €, exactement ce qu'il s'attendait à trouver. J'ai aussi mis mon ordinateur de travail dans ma voiture. Mon bureau à la maison avait maintenant un vieil ordinateur portable acheté d'occasion pour 100 €, un ordinateur d'employé aux archives. Mercredi après-midi, Béatrice et Camille sont arrivées. J'ai entendu la Lexus s'arrêter en premier. Camille conduit comme elle entre dans les pièces, comme si le monde devait lui faire de la place. Et puis la camionnette de Béatrice, un véhicule blanc avec Lefebvre intérieur écrit en lettres dorées élégantes sur le côté. Elles sont entrées avec des sacs en toile de marque et des visages arrangés avec générosité. L'inspection a commencé immédiatement. Béatrice s'est dirigée vers le placard à linge en premier, l'ouvrant comme si elle menait un audit. Oh, tu pourrais utiliser de plus jolies serviettes, chérie. Celles-ci deviennent un peu fines. Les serviettes venaient d'un grand magasin, avaient 18 mois, étaient parfaitement correctes. Mais elle a passé son pouce sur le tissu avec l'expression d'une femme évaluant une saisie immobilière. Camille a pris la cuisine. Elle a ouvert le placard à épices, jeté un coup d'œil au garde-manger, ramassé un coussin du canapé. C'est mignon. Monoprix. Maison du monde. En fait, celui de la zone commerciale, ai-je répondu. Le visage de Camille a eu une réaction. Microscopique, brève, le plus petit sursaut de recalibrage. Elle s'était attendue à ce que je sois embarrassée. Je ne l'étais pas. C'est un coussin. Je l'ai choisi parce que j'aime la couleur. Puis Camille a ouvert mon armoire. Je veux que vous compreniez ce que l'on ressent quand on se tient dans sa propre maison pendant qu'une autre femme fouille vos vêtements et fait des évaluations silencieuses sur qui vous êtes en fonction des étiquettes qu'elle trouve. Camille a ouvert les portes de l'armoire comme on ouvre un placard dans une location de vacances. Désinvolture propriétaire, jugeant déjà. Tu sais, j'ai quelques affaires de la saison dernière. J'allais donner quelques belles pièces. Elle tirait probablement. Elle a dit elle tirait de la même manière qu'on dit pauvre fille. Ce n'était pas une offre de vêtements. C'était un classement social. C'est gentil, Camille. Merci. Je les ai laissées ouvrir chaque porte. Je voulais voir exactement jusqu'où elles iraient, et la réponse était partout. Béatrice a vérifié sous l'évier de la salle de bain. Camille a regardé les livres sur mon étagère et a dit « Oh, tu lis », comme si elle avait découvert un chien capable de faire de l'arithmétique. Et puis est venu le moment qui a failli tout me coûter. Béatrice était dans la salle de bain. Camille était dans le couloir, appuyée contre le mur, et j'ai entendu sa voix baisser. Elle était au téléphone. Non, il n'y a rien ici. Genre rien du tout. J'ai vérifié les armoires. Une pause. Je ne sais pas ce qu'il lui trouve honnêtement, mais maman dit que le contrat de mariage s'occupe de tout. Je me tenais à 2 mètres de là dans ma cuisine, tenant un mug que j'avais déjà lavé 2 fois. J'ai fait couler l'eau pour qu'elle pense que je ne pouvais pas entendre. Ma main tremblait, pas de peur, mais de ce genre spécifique de colère qui survient quand quelqu'un confirme ce que vous soupçonniez déjà mais espériez encore être faux. J'ai lavé le mug une 3e fois.
Puis Camille est revenue en souriant. Elle avait rangé son téléphone et mon téléphone professionnel, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine parce que je suis un être humain qui fait des erreurs, a vibré. L'écran de verrouillage s'est allumé. Système de notification interne de Sommaire et Assurance. Revue actuarielle du 4e trimestre. Léa Bernard, analyste senior. Les yeux de Camille s'y sont fixés comme un faucon repérant une souris dans un champ. Analyste senior. Elle a pris le téléphone, elle a pris mon téléphone et me l'a tendu. Je pensais que tu étais employé aux archives. Mon cœur a raté un bond. Pas parce que je ne pouvais pas l'expliquer, mais parce que j'aurais dû l'empêcher. C'était ma faute. J'avais préparé l'appartement, caché les documents, changé l'ordinateur et laissé mon téléphone professionnel sur le comptoir comme une débutante. Oh, ça. J'ai pris le téléphone de sa main. Désinvolte, contrôlé. Ils ont restructuré tout le département l'année dernière et ont donné à tout le monde des titres gonflés. Une façon pour les ressources humaines de valoriser les gens sans donner d'augmentation. Je fais toujours le même travail. C'est honnêtement un peu embarrassant. Camille a hoché la tête lentement. C'est bizarre. Le monde de l'entreprise, ai-je dit. Ils appelleraient un concierge un ingénieur de maintenance si cela leur évitait une augmentation de salaire. Elle a ri. Polie, bref. Puis elle a pris une photo du vin qu'elles avaient apporté pour Instagram, a-t-elle dit, et a envoyé un message à quelqu'un. Je ne pouvais pas voir qui, mais ses pouces bougeaient vite. J'ai besoin de vous dire quelque chose sur ma façon de fonctionner. Certaines personnes se mettent en colère et agissent. Moi, je me mets en colère et je deviens silencieuse. Mon père est pareil. Quand Philippe Bernard arrête de parler, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Je suis devenue très silencieuse pour le reste de cette visite. Béatrice est sortie de la salle de bain et a suggéré de remplacer les rideaux de ma cuisine. Les rideaux venaient d'une boutique haut de gamme, avaient 6 mois et coûtaient plus cher par panneau que n'importe quoi dans son inventaire de home staging. Mais j'ai souri et j'ai dit ce serait charmant, Béatrice. Vous avez un tel œil pour ça. Elles sont parties à 16h15. Je me suis tenue dans ma cuisine et j'ai regardé la camionnette sortir du parking. Puis je me suis assise et j'ai fait une liste de ce que Camille avait vu, ce qu'elle avait dit et à qui elle aurait pu envoyer un message. L'horloge au mur de mon appartement tournait, le réfrigérateur bourdonnait. J'avais au mieux quelques jours avant que cette notification d'analyste senior ne devienne une conversation. Une semaine avant le dîner d'anniversaire, j'ai emmené Chloé Salazar dîner dans un restaurant vietnamien de la rue de Belleville. C'est toujours trop bruyant pour que quelqu'un puisse vous surprendre. C'était délibéré. Chloé est ma meilleure amie et ma collègue chez Sommaire et Assurance. Elle a 31 ans, elle est analyste de risque et c'est la seule personne sur Terre qui connaît toute l'histoire. Les 2 comptes bancaires, l'écart de salaire, le contrat de mariage. Elle me disait depuis des mois que Julien était un problème. Je lui disais que je gérais la situation. J'ai tout mis sur la table. Pas littéralement. Mais je lui ai expliqué le contrat de mariage, la clause de divulgation, le tableur des charges non autorisées, l'appel téléphonique intercepté. Chloé est restée assise là, ses baguettes figées en l'air. Léa, ce n'est pas un signal d'alarme. C'est tout un défilé de drapeaux rouges. Je sais. Alors, quel est le plan? Le plan. Je l'avais construit par morceaux pendant 2 semaines. Et assise là dans ce restaurant, je l'ai assemblé à voix haute pour la première fois. J'irai au dîner d'anniversaire. Je jouerai le rôle qu'ils attendaient, calme, reconnaissante, légèrement dépassée par la générosité de la famille Lefebvre. Je les laisserai insister pour la signature du contrat. Et quand ils insisteraient, je ne refuserai pas. Je ne discuterai pas. Je poserai une question simple, raisonnable, complètement standard. Est-ce que je peux demander à mon propre avocat d'examiner cela d'abord? C'est tout. C'était tout le plan. Pas de discours, pas de confrontation, pas de moment dramatique à table. Je ramène les documents chez moi, je les donne à mon avocate et je laisse le mécanisme juridique qu'ils ont construit faire le reste. La clause de divulgation était leur arme. J'avais juste besoin de m'en saisir.
Et après, a demandé Chloé. Et après, la clause de divulgation oblige Julien à lister chaque dette qu'il a jamais cachée. Et s'il ment sur le formulaire, ce qu'il a déjà fait, s'il en a rempli un, tout l'accord est annulable. Dans tous les cas, j'ai de la documentation. Chloé m'a regardée. Tu es terrifiante. Je suis une actuaire. Nous modélisons les pires scénarios. C'est juste de l'application pratique. Nous avons partagé l'addition. Je suis rentrée chez moi. Je sentais pour la première fois depuis des semaines que je maîtrisais la situation. Comme si je pouvais voir toutes les variables et que je savais lesquelles je contrôlais. J'avais tort. Julien était sur le canapé quand je suis rentrée. Sa veste était encore sur lui, ce qui signifiait qu'il n'était pas là depuis longtemps. La télé était éteinte. Il était assis avec ses mains entre ses genoux et il m'a regardé. De la façon dont une personne regarde quelqu'un quand elle a répété une conversation. Et, on peut parler. Bien sûr. J'ai posé mon sac, gardé ma veste. Quelque chose dans sa façon de s'asseoir me disait que je devais être prête à partir. Camille a mentionné quelque chose à propos de ton travail. Il l'a dit prudemment, lentement comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Elle a dit que ton téléphone affichait un genre de titre. Analyste senior. Je lui ai dit qu'ils avaient restructuré le département. Donné à tout le monde de nouveaux titres. C'est un truc de RH. C'est ce que tu as dit. Il a hoché la tête, s'est frotté la mâchoire. C'est juste que j'ai dit à ma mère que tu travaillais aux archives. Si ton titre dit quelque chose de différent, elle pourrait se poser des questions. Béatrice est la bienvenue si elle veut appeler Sommaire et Assurance et demander à quoi ressemble un département de gestion des archives. Ils lui diront que nous avons 73 personnes en soutien administratif. Ce n'est pas un mensonge, Julien. C'est un titre de poste que personne ne lit. Il m'a observé pendant un long moment. Puis il s'est détendu, s'est appuyé en arrière. Tu as raison. Désolé. Je ne voulais pas en faire une histoire. Une pause. Et, combien gagnent les actuaires d'ailleurs, juste en général? Camille m'a demandé et je ne savais pas quoi dire. Débutant, peut-être 35 à 45 000. Cela dépend de l'entreprise. C'est ce que je pensais. Il a souri, soulagé. Il avait obtenu la réponse qu'il voulait. Il pouvait rapporter à Camille et Béatrice que le titre n'avait pas de sens et que le salaire était bas. Mais alors il a dit quelque chose qui a résonné différemment de ce qu'il prévoyait. Je veux juste m'assurer que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. Léa, c'est ça le mariage. L'honnêteté. Cet homme avec 87 400 € de dettes cachées, une carte de crédit au plafond, un prêt personnel de sa mère qu'il n'avait jamais mentionné et 41 charges non autorisées sur ma carte bancaire, voulait me parler d'honnêteté dans le mariage. Je me suis mordu l'intérieur de la joue très fort, j'ai senti un goût de fer et j'ai dit absolument, c'est tout ce que je veux aussi. Il m'a embrassé pour me dire bonne nuit et est allé se coucher. Je suis restée éveillée 1 heure de plus assise dans la cuisine à simuler des scénarios. 3 jours plus tard, Chloé m'a envoyé un message à 7h14 du matin. Je dois te dire quelque chose et tu vas être contrariée. Je l'ai appelée depuis le parking du travail. Elle a décroché à la première sonnerie. J'ai croisé Julien hier soir dans une brasserie. Il était au bar. Mon estomac s'est serré. D'accord. Il était charmant. Il m'a payé un verre. Nous avons juste parlé. Des trucs normaux, le travail, la météo, n'importe quoi. Léa, je jure que je n'ai rien dit sur ton salaire ou tes comptes, mais il a posé des questions sur le mariage. Et j'ai mentionné, elle a fait une pause. Je pouvais entendre sa respiration. J'ai mentionné que tu m'avais parlé de la situation du contrat de mariage. Pas de détails, juste que tu l'avais mentionné. Silence. Je me suis appuyée contre ma voiture. Le plafond de béton du parking était très proche et très gris. Chloé. Je sais. Je sais. Je suis désolée. J'avais pris un verre de vin et il est vraiment doué pour, tu sais, faire ce truc où il te donne l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde. Il a juste je sais comment il fait.
Je n'étais pas en colère contre Chloé. Je voulais l'être, mais je ne pouvais pas. Julien est le genre de personne qui peut extraire des informations d'une conversation comme un chirurgien extrait une écharde. On ne le sent même pas avant que ce soit déjà sorti. Chloé n'avait pas été imprudente. Elle avait été dépassée. Mais le mal était fait. Julien savait maintenant que j'avais discuté du contrat avec quelqu'un d'extérieur à la famille. Dans son esprit, dans l'esprit de Béatrice, le contrat était une affaire de famille privée. Le fait que j'en ai parlé signifiait que je ne le considérais pas comme une routine. Cela signifiait que j'avais des inquiétudes. Cela signifiait que je pouvais être imprévisible. La confirmation est venue ce matin-là. Julien m'a appelé à 10 heures. Inhabituel. Il n'appelle jamais pendant le travail. Est-ce que tu as parlé du contrat à Chloé? Sa voix était différente. Pas en colère, contrôlée, mesurée. La voix d'un homme qui a été briefé. C'est une affaire de famille privée, Léa. C'est ma meilleure amie, Julien. Je lui ai dit que nous travaillions sur des papiers pour le mariage. C'est tout. Ma mère ne serait pas contente si elle savait que tu discutes de cela avec des étrangers. Des étrangers. J'étais sa fiancée et il appelait ma meilleure amie une étrangère. J'ai dit quelque chose de neutre et j'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai coupé le moteur, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking et j'ai fixé le mur en béton pendant 35 minutes. Je ne vais pas prétendre que j'étais stoïque face à cela. Je ne l'étais pas. Je suis restée assise là et j'ai simulé chaque scénario possible. Et dans environ la moitié d'entre eux, j'étais la méchante. Peut-être que j'étais folle. Peut-être que chaque famille fait un contrat de mariage. Peut-être que Béatrice était de la vieille école et que c'était ainsi que les gens de la vieille école faisaient les choses. Peut-être que Camille était juste socialement maladroite et que cela passait pour de la cruauté. Peut-être que les charges sur mon compte étaient des erreurs honnêtes, des finances partagées, des frontières floues. Peut-être que j'avais construit une conspiration à partir d'une famille qui ne savait juste pas exprimer sa chaleur. J'ai pris mon téléphone pour appeler Julien. J'allais m'excuser. J'ai tapé les 3 premières lettres de son nom, j'ai posé le téléphone, je l'ai repris, je l'ai reposé. Mon père m'a rappelé à 18h47. J'avais essayé de le joindre plus tôt. Il était chez le médecin, un truc de routine. Il allait bien. Qu'est-ce qui se passe, ma grande? Je lui ai tout raconté. Le contrat, les charges, la visite pour le dîner, l'appel de Camille, Chloé. J'ai parlé pendant 12 minutes d'affilée sans m'arrêter, ce qui est inhabituel pour moi. Philippe Bernard a écouté. Puis il a été silencieux pendant un long moment. Le genre de silence de Philippe Bernard qui signifie qu'il choisit ses mots avec soin. Léa, si quelqu'un prépare des papiers avant même d'avoir appris ton 2e prénom, il ne prévoit pas un mariage. Il prévoit une acquisition. Une phrase, c'était tout. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne m'a pas dit de partir ou de rester ou de me battre. Il m'a donné une phrase et m'a laissé faire le calcul. Mon 2e prénom est Noël. Julien ne le savait pas. Nous étions ensemble depuis 2 ans et il ne me l'avait jamais demandé. Ce soir-là, je suis retournée au contrat, pas à la clause de divulgation. Je l'avais déjà analysé. Je regardais les dernières pages, les imprévus, et à la page 14, nichée dans un paragraphe sur le partage des biens, j'ai trouvé la clause 7.1. En cas de dissolution du mariage dans les 60 premiers mois, la partie ayant les revenus démontrés les plus bas au moment de l'exécution perdra tout droit sur les biens communs acquis pendant le mariage. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri tout haut dans mon appartement seul à 23 heures. Ils n'avaient pas écrit un contrat de mariage. Ils avaient écrit une trappe, et ils avaient supposé avec une certitude absolue que je serais celle qui tomberait dedans. Revenus démontrés les plus bas au moment de l'exécution. Ils avaient conçu un document qui me dépouillerait de tout lors d'un divorce sur la base du salaire qu'ils croyaient que je gagnais. Mais la clause de divulgation exigeait que les 2 parties prouvent ces revenus. Et si la divulgation de Julien ne correspondait pas à la réalité, ce qui ne pouvait pas être le cas parce que sa réalité était de 87 400 € de dette et un revenu qu'il avait gonflé auprès de sa propre famille. Tout l'accord s'effondrerait sous son propre poids.
Ils n'avaient pas construit un piège pour moi. Ils avaient construit un piège et ils se tenaient dedans. 5 jours avant le dîner d'anniversaire de Béatrice, je me suis assise dans la salle d'attente du cabinet de maître Valérie Moreau sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. Le bureau était au 2e étage. La salle d'attente avait 2 chaises, un ficus qui était à peine en vie et un diplôme encadré de la faculté de droit. J'avais trouvé Valérie par une collègue, pas Chloé, une autre. Une femme de notre département de conformité qui était passée par un divorce l'année précédente et décrivait Valérie comme le genre d'avocate qui lit comme un mécanicien écoute un moteur. La consultation coûtait 350 €. J'ai payé en espèces. Je ne voulais pas d'une trace de carte de crédit que Julien pourrait voir sur un compte partagé. Non pas que nous en ayons un, mais les habitudes ont la vie dure. Valérie Moreau avait environ 45 ans. Cheveux courts, pas de bijoux sauf une montre, des lunettes de lecture poussées sur son front. Elle a pris le contrat, a mis ses lunettes et a commencé à lire. Elle n'a pas parlé pendant 9 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur son mur. Toutes les 30 secondes environ, elle penchait légèrement la tête vers la gauche, ce que j'ai appris plus tard signifiait qu'elle avait trouvé quelque chose d'intéressant. Après 9 minutes, elle a posé le document. Qui a rédigé cela? Une clerc de notaire. Comme une faveur personnelle pour la mère de mon fiancé. Ça se voit, elle a tapé sur la page 7. Clause 4.2. Est-ce que vous avez remarqué cela? Divulgation financière complète des 2 parties dans les 30 jours suivant la signature. Valérie m'a regardé par-dessus ses lunettes. La plupart des gens ne remarquent pas cela. Je suis actuaire. Ça se voit aussi. Elle s'est appuyée en arrière. Voici la situation. Cette clause est un modèle standard. Elle existe dans pratiquement tous les modèles de contrat en ligne. Votre amie Claire l'a copiée parce qu'elle est censée être là. Le problème est qu'elle n'a pas réfléchi à ce que cela signifie quand une partie a quelque chose à cacher. Elle m'a expliqué. Si je signais et que la divulgation de Julien était exacte, le contrat serait applicable. Mais sa divulgation exacte documenterait 87 400 € de dette, ce que sa famille ne voulait pas que quiconque sache. Si je signais et que la divulgation de Julien était inexacte, ce qu'elle était déjà s'il en avait rempli une, l'accord était annulable pour fraude. Et si je ne signais pas, la clause de divulgation me donnait toujours le droit de demander des informations financières complètes aux 2 parties comme condition préalable même à l'examen de l'accord. Dans tous les cas, le document travaillait contre eux. Ils ont construit un piège, ai-je dit. Ils ont construit un magnifique piège, a dit Valérie. Et ils se tiennent dedans. Elle m'a dit quoi faire au dîner. Ne signez rien. Ne refusez rien. Dites-leur que vous voulez que votre propre avocat l'examine. C'est une pratique standard. Toute personne raisonnable le ferait. S'ils s'y opposent, cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur leurs intentions. Et s'ils insistent, alors j'envoie une lettre demandant une divulgation complète selon leurs propres clauses. Et nous attendons de voir. Je lui ai aussi montré le tableur des charges non autorisées. Il s'était allongé. Julien m'avait demandé d'emprunter ma carte pour le cadeau d'anniversaire de Béatrice la semaine précédente. J'avais dit oui, en partie parce que refuser aurait éveillé des soupçons et en partie parce que je voulais voir ce qu'il ferait. La charge d'une boutique de cuisine haut de gamme est passée. 225 €. Une cocotte en fonte. Très bien. Cadeau d'anniversaire raisonnable. Mais le même après-midi, une deuxième charge est apparue. 189 € dans un magasin de vin à Boulogne. 2 bouteilles de vin prestigieux pour lui-même sur ma carte le jour même où il achetait le cadeau de sa mère. Total des charges non autorisées sur 4 mois, 3 291 €. Valérie a regardé le tableur, puis moi. C'est un vol. Le tribunal de proximité au minimum. Plainte pénale si vous voulez poursuivre. Je veux l'option, pas l'action. Pas encore. Intelligent. Elle a fait une copie de tout. Une dernière chose, cette Sandrine Alvarado, elle a rédigé cela en dehors de son étude. Pas de notaire superviseur, pas de numéro de dossier, pas d'assurance responsabilité professionnelle couvrant le travail.
Si cet accord causait un jour un préjudice à l'une ou l'autre des parties, elle aurait une exposition de responsabilité personnelle. C'est quelque chose dont elle devrait probablement être consciente. Je n'avais pas pensé à cet angle. Je l'ai noté. Je suis rentré chez moi et j'ai passé la soirée à organiser mes fichiers. Le contrat avec mes surlignages, l'analyse de la clause de divulgation, le tableur des charges, les notes datées de l'appel de Camille à mon appartement. Tout était sauvegardé à 3 endroits. Mon email personnel, une clé USB protégée par mot de passe dans le coffre-fort de ma voiture et le cabinet de Valérie. Ce soir-là, j'ai choisi ma tenue pour le dîner d'anniversaire. Chemisier bleu marine, pantalon beige, chaussures plates, mascara et rien d'autre. Ma chaîne en or, celle que mon père m'a offerte pour mes 21 ans. Aucun autre bijou. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu exactement ce que la famille Lefebvre s'attendait à voir. Une jeune femme simple, calme, légèrement dépassée qui avait de la chance de se marier dans leur famille. Il faut un réel effort pour paraître aussi banal. Vendredi soir, la veille du dîner, Julien est rentré avec des fleurs de supermarché. Il fait cela quand il se sent coupable de quelque chose ou quand il veut quelque chose, ou les deux. Excité pour demain, a-t-il demandé. Je le suis. J'ai pris une bougie pour ta mère. Elle a mentionné qu'elle aimait la lavande. Elle va adorer. Il a mis les fleurs dans un vase. Le seul vase que je possède, un truc que j'ai acheté pour quelques euros dans une brocante il y a 2 ans. Et bébé, demain après le dîner, ma mère pourrait reparler des papiers. Le truc du contrat. On peut juste en finir. Cela compterait beaucoup pour elle. Bien sûr, ai-je dit, voyons ce qu'elle dit. Il a souri, soulagé. Il est allé prendre une douche. Samedi 8 mars. Le trajet jusqu'à Versailles prend 20 minutes. Je le sais parce que j'ai fait le trajet 46 fois en 2 ans. J'ai compté une fois pendant un après-midi calme au travail. 46 voyages chez les Lefebvre, 46 soirées dans la cuisine de Béatrice avec les commentaires de Camille. Ce serait le 47e et le dernier. Je me suis garé dans l'allée à 17h15. 3 voitures étaient déjà là. La Lexus de Camille, blanche, impeccable, garée à un angle qui prenait plus de place que nécessaire. La camionnette de Nicolas, un véhicule de fonction. Et une Audi argentée que je ne reconnaissais pas. Julien était venu séparément. Sa BMW était là aussi. Il m'avait dit qu'il devait venir tôt pour aider à préparer. J'avais dit d'accord. Cela m'a donné 20 minutes seule dans ma voiture pour réfléchir. J'ai vérifié mon sac. Le contrat était à l'intérieur, ma copie, celle que j'avais prise lors de la séance de thé de février, propre. Si on demandait à la voir, on verrait un document intact. Une femme qui ne l'avait pas lu attentivement, une femme qui coopérait. J'ai remonté l'allée. La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. Julien, souriant dans une chemise bleue que je n'avais jamais vue. Il savait qu'il était beau. Il était toujours beau. C'était le problème. Il était facile d'oublier ce que quelqu'un faisait quand il ressemblait à quelqu'un qui ne le ferait pas et bébé, entre. Je suis entré dans le hall et je l'ai senti immédiatement. La pièce a changé de la façon dont une pièce change quand la personne dont tout le monde discutait arrive enfin. La conversation dans le salon s'est arrêtée pendant une demi-seconde. Pas assez longtemps pour être impoli, juste assez pour être remarquable. L'Audi argentée appartenait à Sandrine Alvarado. Elle était assise dans le salon sur le bon canapé. Sandrine portait un blazer sur un chemisier, ce qu'une clerc de notaire porte quand elle veut ressembler à une avocate. Son sac était au sol à côté d'elle. Je pouvais voir le bord d'un dossier cartonné à l'intérieur. Ce n'était donc pas seulement un dîner d'anniversaire. Ils avaient invité la femme qui avait rédigé le contrat. Léa, heureuse que tu aies pu venir. Béatrice a émergé de la cuisine portant un chemisier en soie et des perles. 60 ans aujourd'hui. Elle paraissait 10 ans de moins et elle le savait. Chérie, est-ce que tu accepterais d'aider Camille avec les amuse-bouches? Elle est dans la cuisine et je pense qu'elle aurait besoin d'une paire de mains supplémentaires. Et voilà. 30 secondes après avoir franchi la porte et on m'envoyait déjà à la cuisine.
L'aide. Bien sûr, Béatrice. Bon anniversaire. Je lui ai tendu la bougie. Elle l'a acceptée comme un musée accepte une pièce donnée qui ne correspond pas tout à fait à la collection. Gracieusement, sans aucune intention de l'exposer. Dans la cuisine, Camille disposait des toasts avec la concentration d'une femme pratiquant une chirurgie. Léa. Ah, bien. Tu es là. Tu peux prendre les serviettes dans le deuxième tiroir. Celles en tissu, pas en papier. Elle n'a pas levé les yeux. J'adore ton chemisier, au passage. Très raisonnable. J'ai pris les serviettes. En tissu, couleur crème. Monogrammé avec un L qui signifiait Lefebvre. Le dîner a été long, 2h15. Béatrice a servi un poulet rôti aux herbes avec des pommes de terre sautées et des haricots verts. Le vin était un grand cru que Julien avait choisi, ou plus exactement, que Julien avait facturé sur ma carte bancaire puis choisi. J'étais assise au bout de la table à côté de Nicolas, en face de Sandrine. Julien était entre Béatrice et Camille. La géométrie était précise. J'étais placée à la périphérie. La famille, plus leur instrument juridique, occupait le centre. Le toast de Béatrice. À tous ceux qui rendent cette famille forte. À Julien, mon fils brillant. À Camille, qui nous maintient tous ensemble. À Nicolas, notre roc. Et à Sandrine, qui est une amie si chère. Elle a levé son verre. Elle a regardé chaque personne à table. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Nicolas l'a remarqué. Je le sais parce qu'il m'a jeté un coup d'œil pendant le toast avec une expression de gêne désolée. Le visage d'un homme qui sait que quelque chose ne va pas mais qui a passé 10 ans à apprendre à ne pas le mentionner. Il m'a versé du vin sans que je lui demande. J'ai apprécié cela. La conversation pendant le dîner était stratégique. Béatrice a parlé d'un projet de homestaging à Neuilly, une maison magnifique. Camille a parlé des événements de réseautage auxquels elle assistait. Julien a parlé d'un bail commercial qu'il avait conclu. Tout le monde jouait une pièce de théâtre sur leur valeur nette, et j'étais le public. Camille, pendant le plat principal, a mentionné négligemment qu'elle avait regardé des lieux de mariage. J'ai trouvé ce petit domaine adorable dans le Perche. Très rustique, très intime. Elle m'a regardé. Très ton genre, Léa. Je n'avais pas demandé d'aide pour les lieux. Le mariage était dans 7 mois et nous n'avions même pas discuté des emplacements. Mais Camille avait déjà décidé quel genre de mariage je pouvais m'offrir. Un truc rustique, intime, la façon polie de dire petit et bon marché. Cela a l'air charmant, Camille. J'adorerais voir ça. Puis le dessert, un gâteau au citron que Béatrice avait commandé dans une pâtisserie renommée. Et c'est là que Julien s'est penché vers moi. Sa bouche était proche de mon oreille. Sa voix était basse. Maman veut revoir les papiers après le gâteau. Signe-les juste ce soir. D'accord. J'ai déjà signé ma partie. Sa main était sur mon genou sous la table. Pas de la façon dont un fiancé touche votre genou. Ce n'était pas affectueux. C'était une pression, spécifique, intentionnelle. Ses doigts pressaient le côté de ma rotule comme un point à la fin d'une phrase. J'ai déjà signé ma partie. Cette phrase a tout réarrangé. J'avais opéré sous l'hypothèse que Julien était un participant passif, que Béatrice dirigeait le contrat et que Julien suivait parce qu'il suivait tout ce que sa mère voulait. Mais il avait signé, il avait rempli un formulaire de divulgation, il s'était engagé sur un document juridique, ce qui signifiait qu'il avait soit dit la vérité, exposant sa dette à sa propre mère, soit menti sur un formulaire signé. Quoi qu'il en soit, il n'était pas emporté par le courant de Béatrice. Il nageait dans la même direction. C'est le moment où j'ai arrêté de voir un homme que j'allais épouser et commencé à voir un homme qui avait été briefé. Béatrice a débarrassé les assiettes. Elle a plié sa serviette. Elle l'a posée sur la table avec la délibération d'un joueur d'échecs faisant un mouvement. Bien alors, avant de passer au gâteau, Sandrine, as-tu apporté ces papiers? Sandrine a puisé dans son sac. 3 copies, 3 stylos. Elle les a disposés sur la table comme elle disposait probablement les documents pour les clients à l'étude.
Béatrice a dit c'est juste une formalité, chérie. Pour protéger tout le monde. Camille a ajouté c'est ce que les familles responsables font, Léa. Tu comprends. Julien hochait la tête, souriant. L'image d'un homme raisonnable avec une famille raisonnable faisant une demande raisonnable. J'ai pris le document, je l'ai feuilleté page par page lentement. Je les ai laissés me regarder le lire. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai levé les yeux. J'apprécie cela, Béatrice. Vraiment. Mais je me sentirais plus à l'aise si mon propre avocat l'examinait avant de signer quoi que ce soit. C'est la pratique standard, n'est-ce pas, Sandrine? Sandrine, à son crédit, n'a pas hésité. Elle est clerc de notaire. Elle connaît la réponse. Elle a dit oui, c'est typique. C'est même recommandé. L'air dans la pièce a changé. Les doigts de Béatrice se sont serrés sur le pied de son verre de vin. Le sourire de Julien n'est pas tombé. Il s'est figé. Ce qui est pire. Un sourire qui tombait de la surprise. Un sourire figé est un recalcul. Bébé, nous n'avons pas besoin d'impliquer d'autres avocats. C'est simple. Je suis sûre que ça l'est. Mais mon père m'a toujours dit de faire examiner tout ce que je signe par quelqu'un qui travaille pour moi. Pas pour l'autre partie. Je suis sûre que tout le monde ici comprend cela. J'ai regardé Béatrice quand je l'ai dit. Un contact visuel direct, chaleureux, respectueux et complètement inébranlable. Béatrice ne pouvait pas discuter. Si elle insistait, elle admettrait que le document n'était pas simple. Si elle insistait pour que je n'ai pas besoin d'un avocat, elle aurait l'air de vouloir éviter un examen. La géométrie sociale qui m'avait placée au bout de la table travaillait maintenant contre elle. Tout le monde dans cette pièce regardait, et elle ne pouvait pas se permettre de paraître déraisonnable le jour de son propre anniversaire. Bien sûr, chérie, prends ton temps. J'ai pris ma copie, je l'ai placée dans mon sac et j'ai fermé la fermeture éclair. Maintenant, est-ce qu'on mange ce gâteau? Je suis restée encore 45 minutes. J'ai complimenté le gâteau. J'ai aidé Camille à débarrasser les assiettes à dessert parce que c'est ce qu'elles attendaient. Et je n'avais pas fini d'être ce qu'elles attendaient. Pas encore. À 21h40, j'ai embrassé Béatrice à la porte. Elle sentait le Chanel numéro 5 et la frustration. Je suis allée à ma voiture, j'ai démarré le moteur, je suis sortie de l'allée circulaire et j'ai conduit 3 pâtés de maison. Puis je me suis garée sur une rue latérale, j'ai éteint les phares et je suis restée assise dans le noir pendant 4 minutes, à respirer. Pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que je faisais des calculs. Julien avait signé sa divulgation. J'avais vu le bord de son formulaire quand j'avais feuilleté le document à table. Ses dettes listées, 12 000 euros. Ses dettes réelles, 87 400 euros. Il avait sous-estimé ses obligations de 75 000 euros sur un document juridique signé. Tout ce dont j'avais besoin était dans ce dossier, et c'était déjà dans mon sac. Lundi matin 10 mars, j'étais au cabinet de maître Valérie Moreau à 8h15. J'ai posé le contrat sur son bureau. À côté, le tableur des charges non autorisées. Maintenant 44 transactions, 4 mois, 3 291 euros au total, et une photographie que j'avais prise à table en feuilletant le document. Le formulaire de divulgation signé de Julien, page 16. J'avais tenu mon téléphone sous la table et pris un cliché. C'était légèrement flou, mais les chiffres étaient lisibles. Revenus, 61 000 euros. Total des dettes en cours, 12 000 euros. Valérie a regardé la photo pendant un long moment. Elle a dit il a sous-estimé sa dette de 75 000 euros sur une divulgation signée jointe à un accord juridique. Oui, ce n'est pas un oubli. C'est une fraude. Je sais. Elle a enlevé ses lunettes. Voici ce que nous allons faire. Valérie a rédigé une lettre ce matin-là. La lettre était adressée à Sandrine Alvarado avec des copies pour Béatrice Lefebvre et Julien Lefebvre. Elle faisait 3 pages et c'était la chose la plus précisément dévastatrice que j'ai jamais lue sans contenir un seul point d'exclamation. Paragraphe 1. Maître Valérie Moreau représente Léa Bernard concernant le projet de contrat de mariage préparé par Sandrine Alvarado pour le compte de la famille Lefebvre.
Paragraphe 2. Après examen, le Conseil de Mademoiselle Bernard a identifié des préoccupations concernant l'exhaustivité et l'exactitude des divulgations financières soumises conformément à la clause 4.2 de l'accord. Plus précisément, le formulaire de divulgation exécuté par Julien Lefebvre semble contenir des déclarations erronées matérielles concernant ses dettes. Les registres publics et les preuves documentées suggèrent un endettement total dépassant substantiellement le montant divulgué. Paragraphe 3. En vertu de la clause 4.2, Mademoiselle Bernard demande formellement une divulgation financière complète et exacte de la part de Julien Lefebvre et de toute entité familiale identifiée, y compris mais sans illimité à Lefebvre intérieur et tout prêt ou hypothèque sur les propriétés détenues par les membres de la famille immédiate qui sont parties à l'accord. Paragraphe 4. Jusqu'à ce qu'une divulgation exacte soit fournie et vérifiée indépendamment, Mademoiselle Bernard n'exécutera pas l'accord. Paragraphe 5. Séparément, Mademoiselle Bernard a documenté 3 291 € de charges non autorisées effectuées sur son compte bancaire personnel par Julien Lefebvre entre novembre et mars. Un décompte détaillé est joint. Mademoiselle Bernard se réserve le droit de poursuivre le recouvrement par les voies juridiques appropriées. Paragraphe 6. Et c'était le coup de grâce de Valérie, notait que le contrat de mariage semblait avoir été rédigé par une clerc agissant en dehors de la surveillance de son étude et sans assurance responsabilité professionnelle. La lettre recommandait que Mademoiselle Alvarado consulte son propre conseil juridique concernant son exposition personnelle. Valérie m'a montré la lettre. Je l'ai lue 2 fois. Cela va mettre le feu à leur maison, ai-je dit. Leur maison était déjà en feu. C'est le détecteur de fumée. J'ai autorisé l'envoi. Valérie a envoyé 3 copies par courrier recommandé le mardi après-midi. Une à la maison de Versailles, où Julien recevait encore une partie de son courrier. Une à Sandrine Alvarado et une à Alliance Patrimoine, l'employeur de Julien, marqué personnel et confidentiel. Son patron ne l'ouvrirait pas, mais son patron verrait l'adresse de l'expéditeur, cabinet Moreau, et il se poserait des questions. Les lettres sont arrivées mercredi. Je le sais parce qu'à 16h47 mercredi, mon téléphone a commencé à sonner et ne s'est plus arrêté. Julien a appelé 11 fois entre 16h47 et 18h30. Je n'ai pas répondu. J'étais à mon bureau chez Sommer et Assurance. J'ai regardé son nom apparaître sur mon écran, disparaître, apparaître à nouveau. Chloé était au bureau en face de moi. Elle ne disait rien. Elle a juste fait glisser une tasse de café vers moi. Les SMS ont commencé à 18h15. On doit parler. C'est de la folie. Appelle-moi. 18h22. Léa, je peux expliquer les chiffres. Ce n'est pas ce que tu crois. 18h38. Ma mère perd la tête. S'il te plaît, appelle. 18h51. Qui est cet avocat? Tu as engagé un avocat contre ton propre fiancé. 19h14. Je viens chez toi. À ce dernier SMS, j'ai répondu. Pas ce soir. J'ai besoin d'espace. Nous pourrons parler demain. Il n'est pas venu ce soir-là. Je pense qu'une partie de lui, la partie plus intelligente que celle qui ment, a compris que se présenter sans invitation après avoir reçu une lettre d'avocat n'aiderait pas sa position. Ce que j'ai appris plus tard, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Béatrice a reçu sa copie et a appelé Sandrine Alvarado dans l'heure. La conversation a apparemment été courte et désagréable. Sandrine a dit à Béatrice que la clause de divulgation était applicable, que la fausse déclaration de Julien sur un document signé était un véritable problème juridique, et que la demande de divulgation financière complète, incluant Lefebvre intérieur, était dans les droits de Léa selon l'accord que Béatrice elle-même avait initié. Sandrine a ajouté qu'elle ne pouvait plus être impliquée parce que la lettre de Maître Moreau avait clairement documenté qu'elle avait agi de manière irrégulière. Sandrine se protégeait. Béatrice a ensuite appelé Julien. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je sais que jeudi, la BMW de Julien s'est garée sur le parking de mon immeuble à 19h20. Je l'ai laissé monter. Il s'est tenu dans ma cuisine. Sa veste était sur lui. Il ne s'est pas assis.
Son visage donnait l'impression qu'il avait dormi environ 3 heures en 2 jours. Léa, cet avocat, cette lettre. Il a posé ses mains sur le comptoir pour se stabiliser. Il essayait très fort d'avoir l'air calme et échouait d'une manière qui était presque douloureuse à regarder. Presque. C'est un malentendu. Les chiffres sur le formulaire. J'allais rembourser ses dettes avant le mariage. Je ne voulais pas t'effrayer avec un gros chiffre. C'est tout. Tu as écrit 12 000 €. Le vrai chiffre est de 87 000. Ce n'est pas arrondir vers le bas, Julien. Ce n'est pas me protéger d'un chiffre effrayant. C'est travestir ta situation financière sur un document juridique. C'est un contrat de mariage, Léa. Ce n'est pas une déclaration fiscale. C'est une divulgation signée jointe à un accord contraignant. Sandrine peut expliquer les implications juridiques si tu veux. Il a tressailli au nom de Sandrine. Elle s'était donc déjà distancée. Il était seul. Il a changé de tactique. Sa voix est devenue plus douce, plus chaleureuse. La voix dont je suis tombée amoureuse. Ma mère a insisté pour ça. Toute l'histoire du contrat. C'était son idée. Je n'en voulais même pas. Je lui ai dit que tu ne te souciais pas de l'argent. Que tu n'étais pas comme ça. Tu as signé le formulaire de divulgation, Julien. Personne n'a tenu le stylo à ta place. Je l'ai signé parce que ma mère me l'a demandé. J'ai rempli les chiffres parce qu'elle me l'a dit. J'ai laissé cela planer dans l'air. Il venait d'admettre que sa mère avait dicté ce qu'il mettait sur un formulaire juridique. Il ne réalisait pas ce qu'il avait dit. Ou peut-être qu'il le réalisait et qu'il était assez désespéré pour ne plus s'en soucier. Donc Béatrice t'a dit de sous-estimer tes dettes de 75 000 € et tu l'as fait sur un document que j'étais censé signer. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Rien n'est sorti. Et pendant que nous y sommes, il y a 44 charges sur ma carte bancaire totalisant 3 291 € que tu as faites sans ma connaissance ni ma permission, y compris 340 € chez Hugo Boss un mardi de février pendant que j'étais au travail. C'était des dépenses partagées. Tu as facturé 2 bouteilles de vin prestigieux à Boulogne le jour même où tu as acheté le cadeau d'anniversaire de ta mère. Sur ma carte, ce n'est pas une dépense partagée, Julien. C'est quelqu'un qui dépense de l'argent qui n'est pas le sien. Il m'a fixé. Je pouvais le voir chercher le prochain angle, la prochaine approche. Le charme, la déviation, la vulnérabilité. Il avait essayé les 3. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai regardé Julien Lefebvre à court de munitions. Tu as planifié ça, a-t-il dit doucement. Tu as planifié le contrat de mariage. Je me suis préparé pour le contrat. Il y a une différence. J'ai enlevé la bague. Celle qu'il présentait encore comme un symbole de son engagement alors qu'il ne l'avait pas encore payée. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, pas jetée, posée, à côté du vase avec les fleurs de supermarché qui commençaient déjà à flétrir. Les fiançailles sont terminées. J'ai déposé un litige auprès de ma banque pour les charges non autorisées. Si je ne récupère pas le montant total, mon avocate le poursuivra séparément, et Maître Moreau a demandé que toute communication ultérieure passe par son cabinet. Julien a regardé la bague, puis moi, puis la bague à nouveau. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient humides, mais rien n'est tombé. Il a pris ses clés sur le comptoir, pour une fois, exactement là où il les avait laissées, et s'est dirigé vers la porte. Il ne l'a pas claquée. Il était trop assommé pour cela. La porte s'est fermée avec un clic doux, ce qui était d'une certaine manière pire. J'ai verrouillé le loquet, je suis resté dans ma cuisine. Le réfrigérateur bourdonnait, les fleurs flétrissaient. La bague trônait sur le comptoir comme un petit point coûteux à la fin d'une très longue phrase. À 22h20, j'ai appelé mon père, je lui ai dit que c'était fini. Il m'a demandé si j'avais mangé. Il m'a dit tu mangeras de la vraie nourriture demain. C'était suffisant. La banque a récupéré les 3 291 € en 11 jours. Maître Moreau a envoyé une lettre de suivi annulant ma participation à l'accord. Toute communication future par le biais des conseils. Le contrat, le formulaire de divulgation avec le mensonge de Julien.
La documentation sur les dettes de la famille Lefebvre, tout cela repose dans le classeur de Valérie. Je ne l'utiliserai probablement jamais, mais Béatrice sait que cela existe. Julien sait que cela existe. Et cette conscience permanente et silencieuse que quelqu'un a une vision complète de la réalité est une punition plus dure que tout ce que j'aurais pu dire à une table de dîner. Cette histoire nous rappelle cruellement que la confiance ne doit jamais être une excuse pour l'aveuglement. Léa a su transformer une situation où elle était perçue comme la proie en une démonstration de force et d'intelligence. En utilisant les propres outils juridiques de sa belle famille contre eux, elle n'a pas seulement protégé son patrimoine, elle a préservé son intégrité. Il est fascinant de voir comment une simple clause standard, insérée par arrogance et mépris, est devenue le levier de sa liberté. La trahison de Julien n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle, mais Léa a prouvé que la clarté d'esprit et la préparation sont les meilleures défenses contre la manipulation. Cette fin nous laisse avec une réflexion profonde sur ce que nous connaissons réellement des personnes qui partagent notre vie. Pensez-vous que Léa a eu raison de cacher sa fortune pour tester son fiancé ou aurait-elle dû être honnête dès le départ? Avez-vous déjà vécu une situation où un document juridique a révélé le vrai visage d'une personne de votre entourage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis tout.